Autre grande question d'actualité, l'affaire des 100 millions de gourdes à la Banque nationale de crédit continue de créer des tensions en Haïti, notamment à raison des mandats de comparution lancés contre 3 conseillers présidents, Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles. Les avocats des inculpés contestent l'autorité du juge Benjamin Félismé, désigné pour instruire l'affaire. Ils font valoir que leurs clients, à raison de leur statut de haut fonctionnaire, notamment en tant que conseiller président, bénéficient de privilèges qui les mettent à l'abri d'une convocation judiciaire, outre la Haute Cour de justice. Ils estiment que l'invitation du juge à leurs clients est illégale et qu'ils ne se présenteront pas devant lui. Certains experts juridiques, cependant, précisent que malgré leur haute fonction, ces conseillers n'ont pas de protection juridique équivalente à celle d'un président élu et même un président ne jouit pas d'immunité. Selon eux, le juge Benjamin Félismé pourrait être autorisé à poursuivre l'instruction et à convoquer les inculpés. En somme, l'affaire est loin d'être réglée et pourrait continuer à provoquer des remous dans le paysage politique et judiciaire haïtien, avec des conséquences sur la crédibilité des institutions du pays. Rappelons que les 3 inculpés sont attendus respectivement les 9, 10 et 11 décembre prochains. Et pour une analyse approfondie de la situation, nous recevons l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc. Maître Camille Leblanc, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous, un plaisir de partager ce moment sur la situation du pays. Alors, nouveau rebondissement de l'affaire de corruption à la BNC. Les 3 conseillers présidents sont invités à comparaître devant le juge instructeur Benjamin Félismé les 9, 10 et 11 décembre prochains. Cependant, les avocats des inculpés contestent l'autorité du juge. D'autres pensent que les conseillers jouissent d'une certaine immunité et certains estiment qu'ils doivent se présenter devant le juge. Vous, qui êtes un ancien ministre de la Justice, aidez-nous à comprendre quel est le vrai du faux dans tout cela. Bon, il n'y a pas le vrai, il n'y a pas le faux. C'est une bataille, un combat. Et les avocats font leur travail, qui représentent des clients et qui soulèvent des points qu'ils estiment être conformes aux intérêts de leurs clients. Jusque-là, ceci n'a pas de problème. Mais écoute, ce qu'il faut comprendre, il y a un événement qui s'est produit avec la déclaration faite par un président d'une banque de l'État. Il avait déclaré que ces 3 messieurs du Conseil présidentiel de transition avaient tenté d'obtenir des avantages qui ne sont pas des avantages normaux accordés à des gens occupant ces fonctions. Bon, il a même dit que ces gens avaient demandé $1 million. Maintenant, cette déclaration faite par le président envoyé au Premier ministre a été transmise à l'ULCC, qui a diligenté une enquête. En effet, les 3 conseillers s'étaient volontairement présentés devant la Cour suprême des comptes et le conseil ULCC, devant l'ULCC, de lutte contre la corruption, qui est le premier maillon d'une enquête pour corruption. Ces gens s'étaient présentés, donc, ce faisant, ces conseillers avaient accepté l'enquête qui était diligentée contre eux. À partir de ce moment-là, la suite étant une suite normale, une fois l'ULCC déclare que les soupçons sont établis, sa mission est de transmettre le dossier au commissaire de l'État. Donc, selon vous, les conseillers présidents devraient répondre à l'invitation du juge instructeur? Obligatoirement, puisque eux-mêmes avaient accepté de comparaître par devant l'institution qui est le maillon le premier maillon de l'enquête sur la corruption. Donc, ils avaient accepté cette enquête. Donc, automatiquement, ils savent très bien. La suite de tout ça, c'est que si l'ULCC estime que les soupçons sont fondés, le dossier sera transmis au commissaire de l'État, qui, lui, est obligé de transmettre au cabinet d'instruction.
à ce stade-là, on est dans un schéma normal d'enquête sur un cas de corruption. Alors, Maître Camille Leblanc, oui. Vous nous dites que les conseils présidents ont choisi volontairement de se rendre à l'ULCC pour répondre. Maintenant, supposons qu'ils n'y étaient pas. Est-ce que aujourd'hui, l'invitation du juge instructeur, justement, il devrait le répondre coûte que coûte, obligatoirement? Non, ça veut dire que s'il n'avait pas accepté de se présenter pas devant l'ULCC, ça aurait beaucoup plus de cohérence. Leur démarche aurait beaucoup plus de cohérence. En acceptant de se présenter devant l'ULCC, il n'y a pas de cohérence à refuser la comparution, le mandat de comparution du juge d'instruction. Donc, pour moi, c'est ça. Mais dans tous les cas, ce que soulèvent les conseillers, ils réclament des prérogatives en termes de privilèges de juridiction. Pour eux, il y a une autre juridiction qui devrait les entendre. Je ne comprends pas et je ne sais pas sur quoi ces avocats ont pu baser leur assertion pour dire que ces gens ont le privilège. Parce que c'est des gens qui sont arrivés à partir d'un accord avec CARICOM, un accord privé, l'accord du mois d'avril 2024, entre des partis politiques. Ils se sont fait accompagner par CARICOM pour mettre en place une tentative de réponse politique. Donc, c'est un contrat privé avec l'assistance des étrangers. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent revendiquer des prérogatives constitutionnelles alors que dans toute leur démarche, il n'y a rien de constitutionnel. C'est une démarche de partis politiques, de membres de la société civile et même du patronat ou du secteur privé en Haïti, en termes de réponse. Jusque-là, c'est une tentative de parti politique que je trouve tout à fait légitime. Alors, selon vous, Maître Camille Leblanc, privilège constitutionnel, c'est quand même un peu fort. Alors, Maître Camille Leblanc, selon vous, les conseillers présidents ne jouissent d'aucune immunité? Aucune immunité, ne jouissent d'aucune immunité. J'aurais pu comprendre que le coordonnateur de tout ça, actuellement, M. Voltaire, qui est le président, c'est lui qui, au nom du Conseil présidentiel de l'Emploi, joue le rôle de président. J'aurais pu comprendre que lui, il revendique une chose comme ça. Mais les 9 membres de cette histoire ne sauraient revendiquer des privilèges quelconques, d'immunité ou quoi que ce soit. Donc, je pense que, d'ailleurs, retournons sur un point fondamental. Il revendique une institution qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les formalités impossibles. Parce qu'il n'y a pas de haute cour de justice. Parce qu'il n'y a pas les institutions pour mettre en place la haute cour de justice. Donc, vous savez très bien que cette institution n'existe pas. Vous demandez un privilège d'une institution qui n'existe pas. Donc, quel devrait être le recours en ce sens? Purement le droit de ne pas répondre devant la justice. Vous revendiquez l'impunité. Donc, vous n'avez pas l'impunité, vous n'aurez pas l'impunité. Vous répondez devant vos juges, et si vous n'avez pas commis cette infraction, le juge va apprécier et va faire droit à votre demande, mais venir revendiquer quelque chose qui n'existe pas, juste pour essayer d'avoir l'impunité, je pense que c'est très maladroit et ça ne marchera pas. Dernière question, Maître Camille Leblanc. Qu'est-ce qui se passera si les conseillers présidents refusent de répondre à l'invitation du juge Benjamin Félis-May? Très simple. Quand le juge envoie un mandat de comparution, ça veut dire que le juge vous demande de comparaître volontairement par demande. Si vous refusez de le faire volontairement, il le fera forcer. Ça veut dire qu'il demandera à la police de vous forcer à comparaître. C'est ce qu'on appelle le mandat d'amener. On descendra un mandat d'amener et ces messieurs comparaîtront de force par devant ce juge. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous n'avez pas voulu comparaître volontairement, auquel cas il vous aurait entendu tranquillement et vous aurez laissé rentrer chez vous. Si vous refusez de comparaître et quand il vous forcera à venir, il ne va pas vous laisser retourner chez vous. Il va vous mettre en dépôt quand il aura besoin de vous, que vous serez disponible, qu'il vous trouvera. Et c'est pour ça que je pense que ce serait une très mauvaise démarche que
les 3 conseillers décident de ne pas comparaître devant la justice. Encore une fois, si vous dites que vous êtes l'exécutif de ce pays, vous dites que vous êtes les dirigeants de ce pays, ça veut dire que vous devez croire dans la justice de ce pays. Si vous ne croyez pas dans la justice de ce pays, c'est quand même grave que des dirigeants de ce pays nous disent clairement qu'ils ne croient pas dans la justice de ce pays. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre chose. Il faut envoyer tout le monde pour faire autre chose. Mais sinon, vous devez croire dans la justice de ce pays pour que les simples citoyens, les simples justiciables puissent croire dans la justice de ce pays. Un juge vous demande de comparaître parce qu'on a besoin d'informations de vous, vous devez répondre à ça. Si vous refusez, on vous forcera à le faire. Je pense que vous ne pouvez pas. La police sera obligée d'exécuter la décision du juge en vous forçant de comparaître manu militari. Et je pense qu'il faut éviter ça. On demande à ses conseillers d'éviter à la police d'avoir à faire ça et d'avoir à faire vivre à ce pays ce scénario-là où un conseiller présidentiel est menotté, forcé à comparaître par devant un juge. Maître Camille, tout à fait éviter ça. Maître Camille Leblanc, merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce dossier. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà donc les précisions portées par l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc. Il était l'invité de Maître News ce soir. Il nous éclairait sur le dossier concernant les 3 membres du Conseil présidentiel inculpés dans l'affaire de corruption à la BNC.